Donc, bonjour et bienvenue à l'espace multimédia Grantner pour découvrir ensemble l'exposition Algo-Taylorism Rage Against the Machine. Cette exposition est une réflexion autour du travail à l'ère du numérique, à l'ère des algorithmes et de l'intelligence dite artificielle. Cette réflexion elle est menée par Aude Launay, la commissaire de l'exposition, et par les artistes. Elle s'est déployée autour de 2 expositions, dont la première a eu lieu à la Kunsthalle de Mulhouse l'année dernière. Donc cette exposition, elle fait le lien entre la gestion algorithmique du travail des travailleurs, incarnée ici par des entreprises plateformes comme Deliveroo, Uber ou Amazon, où l'on peut commander des biens et des services ultra rapidement et noter les travailleurs, par exemple. C'est une comparaison entre, un parallèle plutôt entre cette vision du travail et l'organisation scientifique du travail qui a été introduite par Frederick W. Taylor au début du XXe siècle, et qui a abouti au taylorisme, qui est un modèle de travail, d'organisation du travail qui a eu lieu et qui se poursuit dans le monde entier. Donc le taylorisme, c'est un modèle qui est le résultat d'études menées sur le travail dans les usines par Taylor et d'autres. Et Taylor, il dénonça notamment la flânerie systématique des ouvriers, ce qui a abouti à des solutions qui sont par exemple la spécialisation des tâches ou alors l'utilisation de machines qui étaient plus adaptées à chaque tâche. Donc, en utilisant ces machines optimisées, ça permettait de réduire le nombre de travailleurs et d'augmenter les salaires d'une façon qui était évidemment pas proportionnelle aux économies réalisées par la suppression des emplois et l'augmentation donc de la productivité. La gestion du travail dans ces usines était verticale. Les ouvriers sont dépossédés de leurs tâches de conception et ne réalisent plus que les tâches d'exécution. On se rend compte que finalement cette gestion du travail, elle est proche de celle des nouvelles plateformes qu'on a citées auparavant, et que finalement ça amène à penser que l'évolution du milieu du travail, elle est finalement plus technologique qu'idéologique, et les artistes et les œuvres présentées ici vont illustrer un peu ce propos-là. Donc cette exposition, elle se découvre en 2 chapitres et on va commencer par le premier qui s'appelle L'humain comme chair à machine, et on va commencer avec l'œuvre d'un artiste américain qui s'appelle Zachary Fromwalt, et l'œuvre s'appelle In Place of Capital. Alors cette œuvre In Place of Capital, c'est une vidéo qui met en parallèle plusieurs époques sur un même sujet, qui est celui du mouvement des capitaux sur les marchés financiers. Les images les plus anciennes que vous voyez sur la vidéo sont des photos qui ont été prises en 1845 par un pionnier de la photographie qui s'appelle Henry Fox Talbot. Et ces 4 images figurent le Royal Exchange de Londres, qui est la bourse de Londres. On y voit le bâtiment, mais on constate qu'on n'y voit personne autour. C'est simplement que la technique photographique de l'époque ne permettait pas de faire apparaître les personnes autour car elles étaient en mouvement. Donc à cette époque, le mouvement humain ne pouvait donc pas être saisi. En quelque sorte, l'humain pouvait échapper à la machine puisqu'il était finalement plus rapide. Ensuite, les progrès photographiques ont permis évidemment de saisir le mouvement humain sur pellicule, photo ou film, ce qui a permis l'étude des mouvements des travailleurs dont on parlait tout à l'heure par Taylor et d'autres, comme le couple Gilbert notamment, mais eux ils étaient plus sur une analyse des postes de travail pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, donc qui étaient plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'ergonomie. Ce qui fait donc qu'à cette époque-là, la machine était plus rapide que l'humain, pouvait participer donc à l'analyser et à le maîtriser par d'autres humains. Et aujourd'hui, il n'y a évidemment plus aucun problème à figer l'humain en mouvement et à l'analyser via les machines, alors que le mouvement des capitaux, lui, il reste de plus en plus compliqué à observer car toujours virtuel et de plus en plus rapide et invisible. On poursuit avec l'œuvre Baba de l'artiste américain Sam Lavigne, qui figure des résultats de recherche par mots-clés obtenus sur l'énorme site de commerce chinois qui s'appelle Alibaba.com. Ces résultats de recherche sont présentés ici sous forme de rouleaux imprimés sur du papier glacé qui peuvent faire penser au format, à la texture de nos écrans et évoquer les longs scrolls que l'on peut faire quand on obtient énormément de recherches comme ça. Les mots-clés qui ont été ici recherchés sont travail humain et camp de travail. On aperçoit donc ici le nombre de résultats obtenus, donc le nombre de produits finalement proposés à la vente.
Et on constate qu'on y retrouve des humains qui vendent leur force de travail. Évidemment, ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes qui sont mis sur cette plateforme. Hein. Derrière, il y a des entreprises qui vont justement vendre les services de leurs employés. Les photos, elles sont issues aussi de banques d'images ou alors simplement prises sur Internet. Et donc, elles ont été appropriées pour le site. On voit notamment qu'on peut acheter des lots de serveurs, des lots d'ouvriers du bâtiment. Et donc ces images, elles ont été légendées par des micro-travailleurs. On parlait tout à l'heure de l'évolution du travail à l'ère des algorithmes, du numérique, etc. Donc il y a des micro-travailleurs qui en fait sont payés à la tâche et qui notamment vont légender ce type d'image. Donc en fait, ils sont payés pour réaliser des tâches que la machine ne peut pas encore faire automatiquement. Je voulais justement faire un lien avec cette œuvre et l'actualité, puisque le fondateur et président d'Alibaba, Jack Ma, avait disparu de la circulation pendant 3 mois suite à un discours qu'il avait fait sur la gérance du régime chinois sur les banques. Et il est réapparu il y a quelques jours justement avec une vidéo où il vante une nouvelle réforme portée par le régime chinois justement. Et donc, ça tend à souligner le fait que l'oppression, en fait, elle peut s'exercer à toutes les échelles, surtout quand on habite dans un pays où le régime politique est plutôt autoritaire. On va poursuivre avec une autre œuvre, The Hidden Life of an Amazon User, de l'artiste espagnol Johanna Moll. Johanna Moll a souhaité analyser le processus d'achat sur le site Amazon. Donc elle a donc décidé pour ce faire d'acheter la biographie et les leçons vers le succès de Jeff Bezos, son fondateur. Donc pour réaliser cet achat, il faut passer par pas moins de 12 interfaces différentes. Et donc le code de toutes ces pages et interactions représente, si on l'imprime, 10 485 pages A4, assez pour en tapisser l'espace d'exposition, comme vous pouvez le voir ici. Et ça évoque justement le volume de données et de travail qui doit être fourni par la machine, mais aussi du travail humain, puisque c'est bien des humains qui créent le code. Donc toutes ces données pèsent 87,33 mégaoctets, donc ce qui consomme environ 30 kW par heure pour être chargé et activé. Et donc c'est l'utilisateur, via sa consommation énergétique personnelle, qui va assumer finalement le coût énergétique de ce processus. Et en plus du coût énergétique, finalement l'utilisateur, en passant par ces 12 interfaces, il offre autant de données personnelles qu'il passe de temps sur le site, puisque tout son processus d'achat est enregistré. Il travaille donc finalement pour Amazon afin d'améliorer son service. Et l'esthétique de la pièce évoque aussi cette notion de travail avec l'ordinateur, avec les pages A4 imprimées noir et blanc. Donc on va à présent passer dans la grande salle pour clore ce premier chapitre de l'exposition via l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Julien Prévieux et avec une œuvre qui s'appelle Where is my deep mind? Donc cette œuvre, c'est une vidéo qui met en scène des humains dans ce qui semble être un entraînement sportif. On voit qu'ils portent des joggings, il se passe des balles, on le voit plus tard dans la vidéo. Cet entraînement sportif, il a l'air un peu particulier puisque les protagonistes dialoguent entre eux, ce qui donne l'impression un peu d'une pièce de théâtre absurde. Et ces acteurs représentent en fait des algorithmes à l'entraînement
Il donne corps aux intelligences et réseaux de neurones artificiels qui ne sont pas littéralement entraînés, mais qui sont nourris de données qui leur permettent de progresser. Et les textes que l'on entend, ce sont des vrais textes réels fournis par les humains à ces algorithmes. Il a répondu à 10 millions de questions posées par plus de 1500 personnes chaque jour. Aujourd'hui, Sergent Star effectue le travail de 55 recruteurs humains. J'aimerais les 2 ballons et un chapeau. Peux-tu échanger un ballon ou un chapeau pour un livre? Je peux te laisser le chapeau. Peux-tu échanger un autre livre pour un ballon? Ou ça fait trop? J'ai besoin au minimum de 2 ballons. Ok, bon. Donc, un ballon, un chapeau, un livre pour moi, un ballon et un livre pour toi. Oui, donc ça fait 2 ballons et un livre pour moi, et toi tu en auras un de chaque. Est-ce que ça te convient? Oups, désolé, ouais, je voulais dire 2 ballons pour toi. Oui, on fait comme ça. Cool. Affaire conclue. Donc maintenant, on va passer au second chapitre de l'exposition qui s'appelle « Mécaniser l'humain, soumettre la machine » et on va l'introduire par l'œuvre de Sam Lavigne qui s'appelle « Training Poses ». Alors cette installation interactive, elle se présente sous la forme d'un studio vidéo ou photo professionnel. Donc le fond vert, en fait, il permet de pouvoir détacher le corps de l'image et de pouvoir intégrer numériquement toutes sortes d'images en fond. En fait, on le voit beaucoup dans les films de science-fiction ou tout simplement à la météo, par exemple. Ici, ça permet à la machine de détecter le corps de la personne qui utilise l'installation. Donc cette œuvre, elle utilise les images contenues dans la plateforme de Microsoft qui s'appelle Coco. Coco, ça veut dire Common Object in Context ou objet commun dans leur contexte. Et cette plateforme, elle forme de nombreux systèmes destinés à la vente. Elle les forme à la détection d'objets et de personnages et à l'analyse d'images. Ces images ont été récoltées sur Flickr, qui est une plateforme qui permet aux particuliers de déposer et de partager des images. Ces particuliers ont, en un sens, travaillé pour Coco, puisque ces images ont été prises de leur compte personnel. Puis ces images, en fait, elles ont été légendées, et les postures ont été tracées, on le voit avec les traits qui représentent les personnages, par aussi des travailleurs du clic, dont on a parlé, par exemple, en présentant l'œuvre Baba. Ici, l'artiste propose en fait d'inverser le processus en invitant le spectateur à reproduire les poses tracées sur les photos. Si celui-ci y arrive, une photo est prise et elle intègre la base de données personnelle de l'artiste et cette base de données défile sur les écrans présents à l'entrée de l'installation. Donc on va poursuivre la visite avec la prochaine œuvre qui s'appelle Oblomo de l'artiste slovène Sašo Sedláček. Alors cette installation, elle a été scénographiée pour évoquer le repos, la détente, les vacances. Ici, il est également question de détection de mouvement, ou plutôt de non-mouvement, car l'œuvre fait référence à Ivan Ilitch Oblomov, qui est un personnage du roman de Ivan Goncharov, et qui est réputé pour être le personnage le plus paresseux de la littérature. L'œuvre invite donc en fait, le spectateur à s'installer sur les transats et à ne pas bouger afin de gagner de l'argent sans rien faire. Donc lorsque notre présence est détectée et que notre immobilité est totale, on commence à miner et notre compte se remplit. Donc il se remplit de la monnaie virtuelle Oblomo Coin créée par l'artiste. Donc ça, cette Oblomo Coin, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est interne à la blockchain Oblomo, créée également par l'artiste. Et cette monnaie, elle est ensuite échangeable en peer-to-peer, donc c'est-à-dire sans intermédiaire, contre des services ou contre les objets présents sur la boutique en ligne et que vous voyez dans l'installation. Donc cette œuvre, elle est accessible dans l'espace d'exposition, mais aussi en ligne. Ça veut dire que vous pouvez miner depuis chez vous et ensuite échanger vos Oblomo Coins contre les objets disponibles dans la boutique en ligne de l'artiste. Et ces objets sont à venir retirer à l'espace multimédia Gantner. On va continuer la visite avec l'œuvre We Are Human Beings de l'artiste italien Silvio Lorusso.
Alors cette œuvre se présente sous la forme d'une affiche, donc qui résonne avec le contexte historique de ce qu'elle évoque. La typographie du texte est celle que l'on peut voir dans des CAPTCHA qu'on a tous pu expérimenter, qui sont utilisés pour permettre aux machines de vérifier que l'utilisateur d'une interface est bien un humain. Le texte qui est écrit sur cette affiche, c'est un extrait du discours prononcé à l'université de Berkeley aux USA en 1964 par Mario Savio. Mario Savio, c'était un étudiant et un activiste du mouvement pour la liberté d'expression. Ce mouvement, donc ce groupe, finalement protestait contre la déshumanisation provoquée par l'arrivée de l'informatique et de la mécanographie, qui fut le premier dispositif de stockage de données informatiques. Et ces données chiffrées devenaient donc uniquement lisibles par des machines et finalement réduisaient l'humain, le citoyen, à une simple suite de nombres. Et pour l'artiste, le CAPTCHA en est le total inverse, puisque c'est l'humain qui se trouve à déchiffrer son propre langage modifié par la machine et qui n'est pas déchiffrable par elle-même. Par rapport à ce que raconte cette œuvre, je tiens à souligner qu'à Belfort, il y a d'ailleurs un très chouette musée de la mécanographie qu'il est possible de visiter. On entre à présent dans la troisième salle de l'exposition qui présente des œuvres de l'artiste américaine Cassie Thornton. La première œuvre s'appelle Desperate Holdings Real Estate. Elle parle de la situation économique à San Francisco et notamment de la gentrification ou de l'embourgeoisement de la ville qui est provoquée par la présence d'acteurs économiques issus des entreprises du web et qui sont implantés dans cette ville. Cassie Thornton elle-même a été expulsée de son logement à San Francisco. Elle représente cela au travers de son travail autour de l'argile. Donc cette argile, c'est pas n'importe quelle argile. Elle a été récupérée dans les fondations de la tour Salesforce lors de sa construction contre quelques hamburgers offerts à des ouvriers. La Salesforce Tower, en fait, c'est le plus grand gratte-ciel de la ville et l'entreprise Salesforce est l'entreprise qui en loue la moitié. Et c'est une entreprise qui distribue notamment des logiciels de gestion de relations clients sur Internet. De cette argile qui est devenue finalement l'une des terres immobilières les plus chères du monde, Cassie Thornton en a fait un bijou, un collier qui évoque à la fois les bijoux d'enfants pour la fête des mères par exemple, et les bijoux de haute joaillerie. Elle imagine également cette terre comme un produit de beauté ou comme soin du visage. Ces soins qui sont d'ailleurs promus dans cette vidéo, qui évoquent l'esthétique des vidéos des influenceuses beauté, qui promeuvent souvent des produits ou des soins que seules les personnes plutôt aisées peuvent s'offrir régulièrement. Elle a d'ailleurs prodigué également via une performance des soins aux employés de la Salesforce, où elle en profitait pour leur parler de leur rapport à leur ville, de leur rapport à l'argent notamment. Et il est prévu qu'une plaque soit également installée par l'artiste au pied de la Salesforce Tower, qui rappelle, donc le texte inscrit sur cette plaque rappelle l'historique de la démarche de l'artiste et aussi de la construction de cette tour. Et elle note au passage les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières qui ont été embauchés pour la construction de la tour. Une seconde œuvre de Cassie Thornton, Men Running Out of Money, est présentée ici. En fait, elle est le résultat d'un sondage mené auprès de 18 femmes de 25 à 65 ans qui répondaient à des questions relatives au manque d'argent, notamment à quelle fréquence êtes-vous à court d'argent, comment vous sentez-vous quand vous êtes à court d'argent, que faites-vous et comment vous procurez-vous de l'argent. Les réponses ont été enregistrées en vidéo par des hommes recrutés par Cassie Thornton sur la plateforme de travail à la tâche Fiverr. Et donc des hommes qui incarnent finalement un peu moins cette précarité et qui ici incarnent les réponses qui ont été données par ces femmes.
Donc on va se diriger vers la dernière salle de l'exposition où sont présentées des œuvres de l'artiste Lauren McCarthy qui traitent notamment de l'intrusion dans nos domiciles et dans nos vies privées des assistants numériques intelligents du type Alexa, Siri et autres. Donc la première pièce de Lauren McCarthy présentée dans cette salle s'appelle Lauren. C'est une vidéo qui témoigne d'une performance qui a été menée sur plusieurs jours par l'artiste et des volontaires chez qui elle avait installé des dispositifs dits intelligents. Ces dispositifs qui étaient des serrures, des interrupteurs, des robinets, ils étaient connectés en réseau et directement contrôlés en permanence par l'artiste. En tant qu'humaine, elle assistait donc les volontaires, mais elle anticipait aussi leurs besoins. Et elle était également en capacité de répondre à leurs questions plus personnelles. La seconde pièce, ici présentée, Someone, elle reprend l'esthétique des espaces de travail partagés. Elle est la suite de la performance Lauren. Ici, chacun peut s'installer à un ordinateur et se connecter à l'habitat d'un volontaire pour jouer le rôle qu'a pu tenir Lauren. En fait, ici, c'est une vidéo de cette expérience qui est montrée, enfin plusieurs vidéos sur chaque ordinateur qui sont montrées. On aperçoit ici en fait l'interface de contrôle qui permettait d'activer les appareils et l'espace chat pour communiquer via les micros installés dans les appartements des habitants. Donc, il y a une dernière pièce de Lauren McCarthy qui a été réalisée en collaboration avec l'artiste David Leonard, qui n'est pas présente directement dans l'espace d'exposition, puisque c'est une œuvre en réalité virtuelle qui est visible au casque. Et vous pouvez demander le casque à l'accueil de l'espace Gantner. Et cette vidéo, en fait, elle s'appelle IA Suzy et elle est le résultat d'une performance qui a été menée sur 15 jours, cette fois au domicile d'une personne âgée de 80 ans, toujours évidemment volontaire pour cette expérience. Donc ces trois pièces, elles invitent à s'interroger sur le rôle de ces assistants numériques dans nos vies actuelles et aussi dans nos vies futures et exposent la place centrale qu'a l'humain dans ces technologies. Donc ici de façon tangible puisque c'est l'humain qui intervient directement dans les habitats, mais dans la réalité d'une façon plus indirecte par le fait que ce soit les humains qui conçoivent ces applications, qui les analysent et qui aussi exécutent la maintenance de ces programmes. L'avantage de ces œuvres est qu'ici aucune des données récoltées évidemment ne sert à alimenter une entreprise ou une autre, à la différence d'Alexa qui est portée par Amazon et de Siri qui est portée par l'entreprise Apple. Alors nous arrivons à la fin de cette visite, donc merci de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens vers les sites des artistes dans la légende de cette vidéo, ainsi que les liens vers des références ou des lieux qui ont été cités durant cette visite.